Ça, c'est toi la créature fantastique. T'es une créature fantastique, toi. Ah bah zut, j'ai pas fait. Et on part. Moi je mange des œufs au chocolat. Hello, alors on est mercredi 5 avril. Je crois que j'ouvre ce carnet de lecture ici, en ce mercredi, avec un petit garçon qui danse derrière moi. Avec ma tête de fatiguée, avec cette journée qui est fatigante. Bah, oui. On dira pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave, tout va bien, ça va se résoudre. Ah oui, elle est pas fatigante la journée. Mais je suis fatiguée moi. Mais bon, on est allé à la bibliothèque et je voulais vous montrer ce que j'ai pris pour moi. Alors, j'ai pris la quatrième intégrale de plusieurs volumes de Une sacrée mamie, puisque j'ai lu la troisième il n'y a pas longtemps, chez Delcourt Tonkam, pour Joseph et moi qui suivons cette saga. Voilà, c'est bonus. On a pris un DVD. Voilà. Je suis quasiment persuadée de l'avoir vu celui-là. Je suis pas sûre. Non, je ne l'ai pas vu au cinéma. J'ai pris une pièce de théâtre, Les sorcières de Salem d'Arthur Miller, parce que mon fils Simon m'a dit qu'il voulait lire du théâtre. Donc lui, il est allé dans le rayon théâtre et il a pris ça. Il a pris Les Précieuses ridicules parce qu'il voulait lire du Molière. Le Malade imaginaire et Les fourberies de Scapin, Le médecin malgré lui, tout ça dans cette collection. Et Les annales du brevet. Ça, c'est de saison. C'est printanier. Ensuite, je vous montre ce qu'il a pris aussi, lui. Mais moi, je ne suis pas sûre de le lire. C'était au rayon adulte, mais j'ai dit OK. Donc, c'est ce manga. Vinland Saga, c'est ça, qui parle de... Je ne sais pas trop. De vikings. Ça, c'est une histoire de vikings, je pense. Voilà. Ils ont que les 3 tomes et apparemment, il y en a beaucoup et ils vont pas les continuer. Donc, c'est pour savoir si ça plaît ou non. Mais je pense pas qu'on en achètera un. Voilà. Sinon, il a voulu que je prenne aussi sur la carte adulte parce que c'est au rayon adulte, et là en fait je l'ai feuilleté, je me suis dit que oui parce que moi j'adore Batman, vous savez. Donc c'est la collection, c'est Batman, c'est la collection Sombre Reflet. Donc c'est de Snyder, Jock et Francavilla, le tome 1 et 2. La couverture du 2 est assez terrible. Mais je l'ai feuilleté, c'est pas horrifique. Il y a quelques images de temps en temps qui font un peu flipper, mais Simon a lu d'autres choses que ça. Mais de toute façon, faites bien attention si vous faites lire à vos ados, bien entendu,
vérifier avant. Batman, on est vraiment dans un univers de super-héros, donc dans l'imagination, il arrive à faire la part des choses. Et moi, j'ai envie de les lire, donc ça tombe bien. Voilà. Alors moi, je suis allée à la bibliothèque parce que je voulais prendre Mongo de Douglas Stuart, édité aux éditions Globe, qui est plus gros que ce que je pensais, mais en fait, j'ai très envie de le découvrir. Voilà, et il est dans ma pile à lire du mois de mars, donc c'est cool. J'étais contente qu'il y soit. Et je pensais ne pas pouvoir le réserver. Effectivement, on ne peut pas réserver les documents qui sont disponibles. Donc il faut juste croiser les doigts. En BD, j'ai trouvé celle-ci, que j'avais mis dans ma wishlist à un moment, de Wilfried Lupano et Stéphane Fert, Blanc autour, chez Dargaud. Je sais pas trop ce qu'il en est, je sais que voilà, c'est 19e près de Boston, une petite école pour jeunes filles. Voilà. C'est tout ce que je sais. Et j'ai pris cela parce que ça fait longtemps que je voulais les découvrir. C'est Azimut. Je sais pas s'il y a que 2 tomes. Donc c'est édité chez Vent d'Ouest et c'est de Lupano aussi et Andrea. Donc Lupano aussi, c'est le même... je sais pas si c'est l'auteur ou le dessinateur. Donc là, on est dans quelque chose d'un peu plus fantastique. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. J'en sais pas plus. Les BD, je lis rarement. En fait, je feuillette et vois si les dessins me plaisent. Joseph a pris des Picobog qu'on n'a pas. Mais qu'il a déjà lu, je pense. Hein, Joseph? Tu les as pas lus, ceux-là? Ouais. Mais on les achètera, hein? Ouais. Et Tosca des Bois, on les avait pris il y a pas longtemps. Ah bon? Bah oui, je me souviens. Et ouais, ça avait l'air pas mal. Je les lirai peut-être du coup parce que c'est Lucien qui les avait pris, je crois. Et du coup, je prendrai peut-être le temps de les lire. Et puis Lucien a pris genre ce qu'il adore en ce moment, mais moi j'aime pas trop. C'est comme ça, c'est pas grave. C'est Game Over. C'est genre pipi caca prout et crotte de nez, quoi. Ah maman, en fait, oui, c'est bien le dernier tome. Parce non que si... Ah bah, si c'est pas le dernier tome, ça veut dire qu'il renaît à la fin. Chut, bah tu dis pas pourquoi tu spoil. C'est quand même hallucinant là. Tu peux pas avoir de chaîne YouTube, toi. Je couperai. Ouais non, je coupe parce qu'il vient de spoiler la fin de Tigre des Neiges et moi en plus je l'ai pas lu. De toute façon, oh, c'est pas grave, de toute façon je vais oublier, donc c'est pas grave. Je me connais. C'est pas grave, voilà, donc petit biblio-haul des familles. Je vous laisse là, je vais me boire ma petite tisane, me poser. J'ai pas prévu de lire tout de suite. J'ai en cours, mais un tout petit en cours, le tome 3 de Dune. Et en gros en cours, La Reine Margot, qui est sur tout le mois. Là, avant de partir à la bibliothèque, je me suis fait un petit découpage de Dune. Parce que je m'endors dessus, donc ça va me forcer un peu, en fait, le fait de découper, de me dire je lis tant de pages par jour, ça va me forcer à le sortir, pas le soir. Oui, je suis un peu tordue. Parce que j'aime beaucoup, mais comme je suis fatiguée en ce moment, bah je m'endors dessus. Voilà, donc j'ai besoin de dormir, hein, en même temps je suis fatiguée. Donc, voilà. Tout ça à lire. Souvent on prend plein de BD. Et là il y a une bibliothécaire que je trouve très sympa avec laquelle j'ai discuté. Et je lui parlais des mangas qu'ils avaient, ils n'avaient pas la suite. Et donc pour Arte, elle me disait que le tome 16 est sorti et que le tome 17 sort demain. Et que donc du coup, eux, ils ne peuvent pas le commander tout de suite parce qu'ils pourront le commander seulement en mai et ils commanderont les derniers. Voilà. Donc ça va, on va les avoir ceux-là, c'est cool. Par contre, il y a une série que je suis et ils ont que le premier tome alors qu'il y en a 2. Elle a noté pour moi, c'est un manga que j'avais beaucoup aimé, Je ne suis pas mort. Et elle m'a dit qu'elle allait voir si elle pouvait commander le second. Voilà, on va croiser les doigts. Et c'est tout. Bon, allez, je vous laisse là. Je vais me reposer avant de faire d'autres choses.
Sacha. Non, c'est comme si j'étais genre... Hello et bienvenue sur ce nouveau carnet de lecture que je débute ce mardi 11 avril, si je dis pas de bêtises. Il pleut, ce week-end on a fait un feuilleton du week-end. Je vous mets le lien vers la vidéo qui est certainement sortie. C'était un semi-échec. Ce début du mois d'avril, ce sont des lectures au long cours. Donc j'avais commencé en fait à tourner la semaine précédente, mais mes lectures n'avançaient pas, donc j'avais pas grand chose à vous dire. Donc j'ai décidé de commencer un nouveau carnet lecture aujourd'hui parce que je sais que cette semaine je vais au moins terminer un livre, c'est celui-ci. Et de toute façon, je viens vous voir quand j'ai lu 3 livres. Qu'est-ce que je veux dire? Non, j'ai pas d'autres. J'ai lu des choses, mais je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Parce que du coup, je vous ai pas dit ce que j'ai lu dernièrement. Voilà. Donc, Dune va être ma lecture prioritaire. J'aimerais beaucoup le terminer cette semaine. C'est une lecture... Il n'y a pas énormément de pages dans cette collection Robert Laffont, mais en fait c'est vraiment très dense, donc je lis pas aussi vite qu'un poche par exemple. Quand on regarde les nouvelles de Brume, c'est quand même écrit, voilà, il y a plus de place, hein. Donc voilà, cette semaine il y a ça. En lecture commune on a La Reine Margot, mais je ne le finirai pas cette semaine parce que on en est là et qu'on lit un petit peu tous les jours et que j'ai prévu une lecture commune sur tout le mois, et je pense que je vais tenir le planning de lecture, à moins que j'ai envie à la fin d'accélérer, ce qui peut m'arriver. J'aimerais aussi finir la saga des créatures fantastiques cette semaine. Et puis voilà, après j'ai tous mes livres, on est déjà le 11 et j'ai pas beaucoup pioché dans ma pile à lire d'avril parce que justement quand on a des lectures au long cours, bah, ça freine un peu. Voilà, dans mes oreilles j'ai la relecture du Meilleur des mondes d'Aldous Huxley pour pouvoir ensuite enchaîner avec le second tome que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Pourtant, voilà, donc en fait je relis, j'écoute ce livre. Je suis un peu mitigée sur la lecture audio là, parce que c'est un peu particulier comme écriture, c'est ce que je disais dans le feuilleton du week-end. C'est un peu particulier comme écriture, et du coup à l'oral c'est difficile de rendre correctement, je trouve, la narration. Mais c'est pas grave, je vais m'accrocher, voilà. Et puis c'est tout ce que je voulais vous dire. Il y a certainement, il faut que je fasse aussi le montage d'un book haul. Je vous ai fait un book haul qui sera peut-être sorti au moment où je vous parle, qui est un book haul qui vous présente des romans et plus des graphiques, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont rentrées dans ma pile à lire dernièrement. Et voilà, une belle semaine de lecture qui commence. J'ai une migraine quand même, donc j'espère que ça va passer assez vite, parce que quand j'ai une migraine, j'ai mon rythme de lecture, bah, j'ai du mal à me concentrer quand j'ai mal à la tête, ce qui est normal. Donc, on verra bien. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo et j'espère que ça vous plaira. Ça commence sous la pluie, peut-être on va croiser les doigts pour que le soleil revienne. Du vendredi fin de journée, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu frigorifiée, il pleut, il fait vraiment froid là, le retour du froid. Et j'étais à la cave pour étendre le linge et je me suis pelée. Bref, on parle livre, on parle lecture. Alors, en fait je suis un peu en train de préparer mes lectures pour le mois suivant. Parce que le mois suivant, déjà, on part en Asie de l'Est. Donc, je suis en train de regarder ce que potentiellement je pourrais lire avec ce que j'ai acheté. Et il y a le mois de la fantaisie, pour lequel on ne connaît pas encore les thèmes. Mais moi, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais déjà voir les livres que je veux mettre. Et puis, on verra si j'arrive à les caler dans les thèmes, en fait. Donc c'est pour ça que c'est un peu le bazar devant moi. Bref, vous en fichez parce que vous ne le voyez pas. Je voulais vous parler de ce manga
Donc là, on a le tome 3, 4. C'était ma fin de saga que je voulais lire. Donc, les créatures fantastiques, ça sera mieux comme ça, je pense. Voilà. Donc, qui est un manga de Kazuya, qui est édité chez Komiku, avec des jolies tranches colorées. Il est en 5 volumes. Moi, j'ai lu le premier. J'avais trouvé ça sympa. J'avais trouvé l'ambiance sympa. Je vais vous raconter un petit peu vite fait. Donc, en fait, on suit une petite jeune fille qui s'appelle Ziska, qui est ici, là, qui est toute pétillante. Elle est... en fait, c'est une magicienne qui est apprentie vétérinaire et qui souhaite en fait soigner les créatures magiques. Sauf qu'elle se rend bien compte que des créatures magiques, il y en a de moins en moins, parce que les gens croient de moins en moins à la magie. Mais de temps en temps, ils tombent quand même sur des créatures magiques et elle peut apprendre, en fait, à utiliser ses pouvoirs pour aider les soins du vétérinaire. Donc en fait, elle est dans un cabinet avec ce vétérinaire-là qui prend soin d'elle. C'est une petite jeune fille, elle est vraiment toute petite, hein, toute jeune. Elle descend d'une lignée de mages. Et son maître s'appelle Nico. Voilà. Et donc tout est dans cette idée de est-ce qu'il y a encore des créatures magiques, pourquoi est-ce qu'elles existent, quel est le lien avec les hommes, comment les soigner, avec souvent des herbes. Il y a un côté un peu sorcière, voilà, magie. Et on a des créatures fantastiques vraiment adorables. Donc moi, en fait, j'ai été charmée par cette ambiance. Et le premier volume, quand je l'ai relu, je me suis dit, ouais, c'est vraiment mignon. Enfin, c'est vraiment mignon, les dessins sont adorables. Moi, elle a toujours un peu la même tête. Mais voilà, il y a des dessins vraiment assez beaux. Elle a toujours un peu la même tête. Toujours un peu les mêmes expressions quand même, hein, je trouve. Ça tourne un peu... voilà. Mais on a... Voilà, souvent, ça se termine bien. Donc j'ai relu le premier pour me remettre dans l'ambiance, parce que je me souvenais plus trop de l'histoire, mais il faut dire qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire en fait. Donc après avoir relu le premier, je me dis oui, au fait, je me souvenais bien. J'ai lu le deuxième, je me suis dit, ça tourne toujours autour du même sujet, mais il ne se passe pas grand-chose. Le troisième voit arriver un personnage un peu plus sombre, on se demande qui il est. On va comprendre petit à petit. Cette histoire-là a donné un peu d'ampleur au récit, mais pour que ça retombe quand même assez rapidement. J'ai l'impression qu'en fait, c'est peut-être une série qui n'a pas forcément plu et qui a dû être arrêtée rapidement. Faut dire qu'il n'y a pas vraiment de logique narrative. C'est vraiment très... ça effleure des petits sujets sans forcément aller loin. Et on ne sait pas précisément à la fin du 5 ce qui va advenir en fait de Ziska. Je vous spoile rien, hein, mais voilà, on voit qui elle est, tout ça. Elle est mignonne. Elle n'a pas de travers non plus. Elle n'a pas de défaut. Ça me pose un peu problème. Moi, j'aime bien les personnages qui ont un peu des défauts. Voilà, donc un peu déçue. Je trouvais que ça restait vraiment très en surface. Les dessins sont beaux, mais je trouve que finalement les expressions elles sont un peu toujours les mêmes. Les personnages, les créatures fantastiques sont bien imaginées. J'ai bien aimé le passage avec la gargouille qui prend vie, ça m'a bien plu. Voilà, souvent des créatures fantastiques qui ont été inventées par les peurs des hommes. Il y avait des choses qui étaient intéressantes, mais qui n'ont pas été particulièrement creusées, c'est dommage. Donc voilà. Mais je vous le conseille, je pense que ce fait, ça plaît bien aux enfants. Par exemple, Lucien, il adore. Il adore parce qu'il lit ça... à chaque fois, il regarde les dessins, tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment, pour les enfants, ça fonctionne bien. Pour nous, adultes, il manque une trame narrative quand même un peu plus intéressante. Mais quand même, c'est sympa pour les enfants. Voilà. Petit point manga. Ok, sinon... Oh, il y a tout qui tombe. Je vais bien sûr m'asseoir. Du coup, je suis très haute, mais bon, c'est pas très grave, hein. Moi, je voudrais pas. Alors, ma belle-sœur et mon beau-frère m'ont offert ce livre à Noël, avec d'autres livres, et j'étais intriguée, j'avais envie de savoir. Donc, en fait, c'est 12 millions de romans possibles, c'est édité chez Gallimard,
Et c'est un... je sais pas qui l'a rassemblé, il faut quand même que je vous dise qui l'a rassemblé. Bah, pas vraiment quelqu'un. Mais en tout cas, voilà, je vous mets la liste des différents artistes, artisans qui ont rejoint ce recueil et qui, chacun à leur tour, ont présenté leur aperçu de Paris autour de sujets assez intéressants. Donc on va avoir des journalistes, des écrivains, des photographes, des dessinateurs, des personnes qui font des tags, une iconographe, c'était très intéressant. Voilà, donc c'était assez... alors moi ça m'a bien plu, franchement, dans l'ensemble. Je veux dire que globalement j'ai aimé 60% du recueil. J'ai beaucoup aimé le travail de... On commence par un photographe qui s'appelle Alain Bujac, qui a fait des photos plutôt chouettes de Paris. Un œil un peu à part, qui m'a bien parlé. J'ai bien aimé... En fait, il a fait un travail en partant de la scène, en fait. Son point de vue, il est en partant de la scène. Oui, j'ai bien aimé l'écriture. Oui, Ingrid Astier, je ne sais pas si vous la connaissez, elle a écrit Paris à travers les pêcheurs qui sont en train de pêcher dans la Seine. Elle s'est approchée d'eux et elle leur a demandé leur ressenti. Et c'était plutôt chouette. J'ai corné une page, je trouvais que c'était beau. Je trouvais que c'était bien écrit. Ça m'a donné, en fait, ça m'a fait découvrir des personnes. Des portraits de chiens vus dans les rues de Paris. Donc ça aussi, ça m'a bien plu. C'est un travail de Aldo Soares qui vraiment fait... ouais, c'était vraiment bien. Ça m'a moins touché. Ça m'a moins parlé. Je vous parle surtout de ceux qui m'ont touché. Hein. Ah oui, elle, c'est une gardienne d'immeuble qui s'est reconvertie en photographe. Et elle a un point de vue sur Paris qui est plutôt chouette. Je vous montre quelques-unes de ses photos sans trop vous en montrer. J'ai trouvé que c'était plutôt bien. Alors après, j'ai aimé beaucoup deux textes. Les deux textes que j'ai aimés, c'était celui de Bertrand Leclerc, qui parle en fait du point de vue d'un ancien SDF qu'il croise en tant qu'écrivain dans un café. Et en fait, petit à petit, il va creuser son histoire et comprendre qui il est. Et c'est vraiment un tableau de Paris et de tout ce qui est à côté, de tout ce qui est gênant. Mais en même temps des personnes qui peuvent vous aider, des idées qui peuvent vous sauver, voilà, ces trucs, c'était vraiment très très intéressant. J'ai bien aimé le dessinateur moyen. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Pascal Mathéo qui va raconter l'histoire d'une rue à travers un pavé qui est mal mis sur la chaussée et qui du coup raconte la journée de ces personnes qui soit passent à côté, soit se prennent les pieds dans ce pavé. Et elle était très très chouette cette histoire. J'ai bien aimé aussi quelqu'un, je sais pas qui il est, c'est qui cette personne-là? C'est Martin Muller, qui est galeriste d'art. Et en fait là, il expose des tags. Et à côté, on a des collages d'affiches. Et à côté, il met une interprétation. Une petite Maxime qui interprète. Et j'ai trouvé que c'est très intéressant. Le portrait du restaurateur moyen. Les photos, j'ai pas trouvé ça intéressant. Son histoire. Je suis un peu passée parfois au-dessus. Hein, quand vraiment ça m'intéressait pas. Et j'ai beaucoup aimé le travail de Pascal Dubreuil, qui est iconographe. Donc qui est pas très loin de mon métier. Qui a mis en parallèle des anciennes images et des images plus actuelles. Et je trouvais que c'était très intéressant. C'est super intéressant. Elle est vraiment chercher des choses. Voilà, ça met bien en avant son travail aussi. Donc je trouvais que c'était bien. Ouais. Voilà, donc un recueil très varié, mais qui m'a bien plu, ça m'a intéressé, pas tout le temps, mais globalement, oui, ça m'a bien plu.
je vous le conseille. Surtout pour faire un cadeau, quelqu'un qui habite dans Paris ou près de Paris, un amoureux de Paris, ça peut lui plaire. J'ai pris le temps, mais comme je l'ai dit sur ma story Instagram, j'ai pris le temps, mais ça valait le coup de lire Les Enfants de Dune de Frank Herbert, qui est le volume 3 de Dune, qui est sorti des années après les deux premiers qui sont sortis dans les années 60. Celui-ci est plutôt sorti, je crois, en 1976. Donc il a pris le temps en fait de laisser passer le temps pour... donc je ne vais pas trop vous raconter l'histoire de ce qui s'est passé dans le tome 2, ça serait quand même dommage si vous lisez Dune, mais je vais juste vous partager mon ressenti sur celui-ci. J'ai beaucoup aimé le premier volume de Dune. Le second volume a été un énorme coup de cœur aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé le second qui était plus court, dans lequel je me suis immergée très très vite, même si j'ai repris des notes. Là, comme j'avais pas laissé passer beaucoup de temps, j'étais déjà immergée dans l'histoire. Et quel plaisir... Enfin, c'est pas forcément un plaisir de retourner dans Dune parce que c'est une atmosphère très aride, même si là, dans ce tome-là, on n'est plus totalement dans le désert, sans en dire trop. Mais c'est une atmosphère aride, où on sent qu'on a du mal à respirer sans avoir le distill pour vous aider. On sent que là, il y a des choses qui ne se passent pas bien. Dans ce volume 3, il y a une structure politique et sociale qui est en train de se casser la figure sur Arrakis suite aux événements du volume 2. Et on va suivre en fait les enfants de Dune, donc les enfants de Paul Atreides, qui sont deux jumeaux, qui sont encore assez jeunes, ils doivent avoir 8-9 ans, quelque chose comme ça, dans ce volume-là. Et ils sont vraiment très particuliers. On va aussi retrouver la sœur de Paul, on va retrouver la grand-mère des enfants, donc la mère de Paul Atreides, Jessica. On retrouve d'autres personnages qui sont encore là, Stilgar. Je vous dis pas un autre, mais il y en a un que j'aime beaucoup, qu'on retrouve aussi. On va se plonger dans les sociétés des Fremen. On va vraiment comprendre qui ils sont. On va aussi revenir sur les Bene Gesserit. Ça, c'est vraiment super chouette parce que elles aussi essaient malgré tout de tirer leur épingle du jeu. Tout le monde recherche soit le pouvoir, soit du moins à tirer son épingle du jeu dans ce troisième volume. Et alors, il y a... le rythme est complètement différent du second tome. Au début, on comprend que... Enfin, moi, l'impression que j'ai eue, c'est qu'ils se détestaient tous, même si c'était une famille. Parce qu'à la fin du volume 2, il se passe quelque chose d'assez terrible, puisque un des personnages va disparaître. Et donc... ce qui se passe, c'est que du coup, dans ce troisième volume, c'est le déclin. Le déclin, et du coup, ceux qui ont encore cette prescience ne vont pas forcément en user correctement, ou du moins vont être débordés par cette prescience. Et tout se casse un peu la figure. Et puis du coup, Dune change, évolue avec l'âge. Et on sent cette instabilité, on sent ces luttes de pouvoir qui recommencent. C'est ce peuple qui risque d'être arraché des propriétés intrinsèques de Dune pour vivre, puisqu'il y a un problème avec l'épice, je ne vous le dis pas lequel, puisque sur Dune, en fait, il y a une épice qui permet justement d'avoir une pleine conscience et qui se vend, en fait. C'est une drogue qui se vend, avec laquelle ils font le commerce. Et donc, on a tout ça. Donc on a vraiment une description qui prend son temps pour... à chaque fois, on change, à chaque chapitre, on change de point de vue, on change de personnage, comme d'habitude, et on va comprendre petit à petit les caractéristiques de toutes ces personnes et comment ça se passe, comment ça devrait se passer. Mais finalement, ça se passe jamais comme on a pensé. Et ça s'accélère à la fin, pour une apothéose terrible. Les dernières scènes, je les trouve terribles. C'est pas un volume marrant. J'ai trouvé que c'était extrêmement critique vis-à-vis des hommes, de tout ce qu'on met sur ces pouvoirs, sur
Ouais, sur ces relations en fait entre les hommes, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de manigance qui donnait pas une belle image en fait des hommes, même si encore plus à cette époque-là, donc des années après les humains comme on les connaît, je trouvais que c'était extrêmement sombre. Je l'ai trouvé extrêmement sombre, mais très 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 intéressant. Et surtout, il y a une immersion dans son monde, Frank Herbert. On est immergé. J'ai jamais ressenti autant, je pense, un monde décrit comme celui de Frank Herbert, mais qui vous met dans une situation que vous ne pouvez pas voir ailleurs. Vous voyez, on est vraiment dans un monde à part, quoi. On est dans les pensées des gens, très intimes, très profondes, dans des réflexions sur comment ça va se passer si je fais ça, comment elle va réagir. Chacun essaie de prendre sa part du gâteau pour que ça se finisse comme ça se finit. Ouais, c'est très riche. C'est un livre riche, immersif. Ce 3e tome encore plus. C'était pas forcément facile à lire et surtout, j'ai pas voulu le lire vite. Il n'y a pas d'intérêt en fait, je pense, à lire ce livre vite. Je me suis pas ennuyée, mais c'était long en fait c'est un livre qui demande à ce qu'on s'attarde sur lui en fait, et à ce qu'on loupe rien. J'ai souvent relu des pages parce que j'étais pas concentrée, je me suis dit ah non mais je veux comprendre en fait, parce que si je loupe là je vais pas comprendre. Et il y a comme d'habitude un glossaire à la fin. Et une carte sur celle-ci. Mais alors la carte, moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait forcément un intérêt. Donc il y a toujours une part annexe. Donc là, il y a une carte. Mais ouais. Ça m'a pas... Voilà, le Sitch Trab. Donc là, on est là, les cavernes. Le mont Idaho. Ouais, bon, ça m'a pas... Je me suis pas située par rapport à la carte. Et il y a toujours ce lexique qui est très important. Moi, mon marque-page, il est là parce que je fais souvent des allers-retours pour essayer de bien comprendre les mots qui sont dits, parce que c'est vraiment un univers à part entière. Donc, ouais, j'aime beaucoup. J'ai le 4e tome dans ma pile à lire et il est là. Il est très très beau et je pense que je vais le lire genre cet été. Mais vraiment, un vrai plaisir de découvrir Dune. C'est vraiment une œuvre, c'est un chef-d'œuvre en fait. Je pense qu'on peut mettre ce mot là-dessus parce que c'est un univers à nul autre pareil. Et avec cette couverture, avec D-U-N-E, je trouve ça trop beau. C'est très très beau. Voilà, bref, cette collection Michel Lafon, elle est très agréable, elle n'est pas trop lourde. Le livre tient bien. Enfin, je suis en amour avec Dune. Mais je prends le temps parce que donc il y a le 4e tome qui est le dernier dans cet univers-là, et ensuite on revient en arrière pour, je crois, parler du système des Bene Gesserit. Donc voilà pour aujourd'hui. Il n'y a rien qui tient. Bon, je vais vous laisser là, il faut que j'aille chercher mon fils au hip-hop. Je vais continuer après avec la Reine Margot, et après on verra bien. Sous la lumière, je viens clore ce carnet de lecture près de mon orchidée qui perd ses petites fleurs, mais d'autres vont sortir, donc je ne sais pas si c'est normal. Je n'ai pas vraiment la main verte, mais... Et là d'ailleurs j'ai une nouvelle plante qu'on a achetée chez Truffaut il y a 10 jours, quelque chose comme ça. Je l'adore, elle est trop belle parce qu'elle s'ouvre et elle se ferme. Voilà, je pense qu'elle a quand même pas mal de lumière.
Mais elle est très très belle. Ok. Donc je viens clore ce carnet de lecture avec 3 lectures. 2 pour le tour du monde. Donc on va déjà parler d'un album jeunesse que j'ai déjà lu à mes enfants mais que j'ai relu là dernièrement pour eux. Parce que l'auteur, je sais plus d'où il est. Il est du Tchad. Ou elle, c'est une femme. Adrienne Yabouza. Je vous mettrai ici, je sais plus de quel pays elle est, mais c'est un pays d'Afrique centrale. Et alors, c'est un album jeunesse qui a été édité chez L'Élan Vert. Voilà, qui parle de ce petit garçon. Je dirais qu'il a 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Il n'a pas vraiment de visage. Je vais vous montrer quelques images. Donc, c'est Pemba Koli. On dit de lui tout de suite qu'il n'a peur de rien. Surtout quand il a son arc et ses flèches. Et en fait, il part à la chasse. Et il va rencontrer à la chasse la gazelle. Les dessins sont superbes. Franchement, les dessins attirent le regard des enfants et ça marche très très bien. Je trouve trop beau. Ils sont vraiment très très beaux. Ils sont très simples et très beaux. Donc il va, je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous montrer plus. Il va chasser cette gazelle. Ça ne va pas se passer comme il le pense. Ça va pas bien se passer pour Pemba Koli. Et c'est ça, hein, Pemba. J'ai du mal avec les prénoms. Mais en tout cas, il va se passer des choses un peu de l'ordre du fantastique là-dedans. Tout dans les regards, dans les postures, beaucoup d'images, avec une histoire très simple et très initiatique, je dirais. Oui, c'est vraiment un récit initiatique sur la transformation de l'âge enfant à adulte. C'est très beau, c'est poétique sans être mielleux, c'est superbe. Vraiment, on aime beaucoup. Je suis très contente de leur relire. Sinon, dans un autre genre, alors là, c'est pas poétique. J'ai lu Tempête sur Bangui, écrit par Didier Cassaille et édité par La Boîte à Bulles, soutenu par Amnesty International. Donc, Didier Cassaille, ça se passe en République centrafricaine, à Bangui, pendant les années 2012. Là, on est à 2012. Au moment où le régime de Bozizé, qui est en place, qui est déjà arrivé sur place de façon un peu violente, qui s'est un peu imposé en fait en RCA, et puis en fait Bozizé le régime de Bozizé va être ébranlé par des rebelles. Et des milices vont se créer en fait pour essayer d'endiguer en fait la volonté des rebelles de détruire le pouvoir en place. Manifestations. En fait, les assaillants, c'est les assaillants de la Séléka. Et du coup, ce qui se passe, c'est que c'est un peu genre la loi de la jungle. Donc le régime, il va être destitué, mais de façon très très violente. Et il va y avoir un moment en fait de flou où toutes les entités je sais pas comment dire, pas des entités politiques, les différentes entités politiques qui sont en conflit vont imposer un chaos en fait social à Bangui, qui est donc cette ville. Donc ça se passe en 2013 en fait précisément, avec l'arrivée au pouvoir des Séléka. Et en fait, je pense que c'est un livre, si vous voulez apprendre ce qui s'est passé d'un point de vue politique sur ce pays à cet instant du monde, il faut lire cette histoire-là parce que c'est un récit d'ambiance écrit par Didier Cassaille qui était dans la ville de Bangui et qui a navigué d'un endroit à un autre, chassé par des groupes rebelles qui étaient en train de tout détruire sur son passage. Donc il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de mises à mort, de violences, de viols qui ont été faites. Et Didier Cassaille ne va pas passer sous silence tout ça. Il nous le raconte clairement. Et il nous dit à quel point ça a été difficile pour lui, notamment de continuer à créer. Et il s'est senti en fait le devoir d'écrire cette bande dessinée. Alors d'un point de vue image,
je vous montre quand même un petit peu ce qui se passe. Je vais essayer de vous montrer le style. Voilà. Donc on est dans un dessin un peu caricatural, mais en même temps extrêmement réaliste. Caricatural sur les visages, mais en fait toutes les personnes se ressemblent, mais c'est volontaire, parce que tout le monde est au même niveau. Que vous soyez riche, que vous soyez d'une certaine religion, tout le monde est chassé de la ville, tout le monde essaie de s'enfuir, mais en fait, à quelconque occasion, peut se faire tuer. Didier Cassagne, lui, il est avec sa femme et ses enfants, donc on sent que ça a été difficile pour lui, et c'est un peu le fil conducteur de toute l'histoire, bien que vraiment on se retrouve à lire plus l'histoire de cette ville à cet instant-là que l'histoire de l'auteur. J'ai trouvé que c'était avec des images très colorées, je pense qu'ils sont en fait un hommage un peu à l'amour de son pays, en même temps très très violent, très réaliste, vraiment très réaliste. Voilà. Donc je vous le conseille si vous voulez vous cultiver sur ce pays qui finalement est un pays qui a acquis son indépendance assez tardivement, c'était en 1958. Et soutenu par la France, hein, beaucoup. Finalement, beaucoup, mais pas tant que ça à cette époque-là. Ça aurait été peut-être bien un peu plus, quoi. Bref. Et sinon, j'ai fini d'écouter Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley que j'ai relu, mais alors vraiment, je me souvenais quasiment de rien. J'ai même le doute de savoir si je l'ai lu, mais j'ai le souvenir de l'avoir lu. Peut-être au collège ou quelque chose comme ça. Alors c'est un livre justement que mon fils Simon, qui a 14 ans, qui est en 3e, a lu dernièrement. On demande pendant son cours de français, on lui a imposé en fait de le lire. Simon a eu des difficultés à le lire. C'est un récit assez classique de science-fiction, assez initiatique. On est sur une utopie qui dérape en dystopie. Je m'assois correctement. Donc sur un récit, vous voyez Mélène. Il a été écrit en 1931. Avant la guerre, et il nous projette dans un monde où tous les enfants seraient des enfants éprouvettes qui seraient sectorisés dans des différentes classes sociales, donc alpha, bêta, gamma, epsilon, tout ça. Donc plus on monte dans l'échelle sociale, je crois que c'est alpha, c'est vraiment les plus intelligents, puis après on descend petit à petit, on descend en grade. Tous les hommes, tous les humains sont drogués avec une substance qui s'appelle le soma, qui vous permet de ne pas vous poser de questions, qui vous permet de profiter de la vie sans vous poser de questions, en suivant les règles sociales, avec voilà, une légèreté. En fait, le but, c'est que tous les hommes soient heureux, mais pour qu'ils soient heureux, il ne faut pas qu'ils se posent de questions sur leur vie actuelle. Et il va y avoir des personnages qui vont remettre en question le bien fondé de cette utopie. Des personnages qui se demandent si finalement ne rien ressentir, ne pas se poser de questions, c'est pas justement ne plus être humain, ne plus avoir de curiosité, ne pas savoir ce qu'il y a d'autre, ne pas se poser de questions sur ses propres désirs, sur ses propres pensées. Donc c'est très très intéressant parce que ça va être en fait une dénonciation de toutes des sociétés totalitaristes en fait. Et en plus, en 1931, c'est très intéressant parce qu'on est avant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça parle. À la fin de ce livre, on a une postface de 1946 d'Aldous Huxley qui explique qu'il n'a pas anticipé le nucléaire et que la guerre nucléaire, voilà, il ne pensait pas que ça pourrait arriver. Je ne sais pas si dans ce livre il y a... Non, mais dans l'audio, il y a une postface, parce que moi du coup je l'ai écouté en audio. Il y a une postface qui date de 1946. Et d'après ce que j'ai compris, le suivant, que je vais lire bientôt,
je ne sais pas trop quand. Donc Retour au meilleur de monde, et plus un essai justement qui a été écrit en 1958, donc après la Seconde Guerre mondiale, et qui va remettre un petit peu le propos de l'auteur dans un monde de 30 ans de plus, quoi, pour essayer de voir ce qu'il n'a pas réussi à anticiper, comment est-ce qu'il aurait pu écrire mieux son texte, comment est-ce qu'il aurait pu voilà, aller un petit peu plus loin. Et du coup, ça m'intéresse, j'ai envie d'aller lire. C'est très intéressant à analyser. En fait, c'est un texte qui n'est pas forcément évident à lire pour les jeunes, je trouve, parce que la construction, le récit est classique, donc très descriptif. Donc c'est un rythme qui... Enfin, moi je dis ça parce que Simon, il n'a pas aimé. Joseph a lu des résumés parce qu'il veut en parler dans sa classe, mais il ne l'a pas lu. Mais eux, ça les, entre guillemets, ça les gave un peu cette écriture classique, mais parce qu'il faut fournir un effort et que j'ai peur qu'effectivement ils ne soient pas prêts à le faire. C'est un peu dommage parce que nous, adultes, là, on y arrive, hein, c'est sûr. Mais c'est un peu, ça m'a fait penser un peu dans le ton à La guerre des mondes de H.G. Wells, que j'ai lu aussi il y a un petit moment, peut-être un an, quelque chose comme ça, et qui n'était pas forcément évident à lire, je trouve, parce que très classique, très descriptif. Mais bon, nous, adultes, on y arrive très bien, hein, c'est pas un problème. Et nos jeunes, c'est bien qu'on essaie de leur faire lire aussi, parce qu'en plus, ce sont des références. Enfin, écrire un texte comme ça en 1931, c'est assez impressionnant, quand même. Voilà, c'est assez... ça fait un peu froid dans le dos. Donc rien que pour le texte de référence, c'est intéressant. Après, ça reste pas mon livre de science-fiction préféré, hein. C'est sûr, parce que je trouve pas les personnages très très sympathiques. Le sauvage, Bernard, est assez insupportable. Le sauvage, dans ses dérives humaines, lui aussi est assez insupportable. Parce que... bref, je vais pas vous dire pourquoi, hein, lisez-le. C'est pas un texte fun à lire, je trouve. C'est pas un texte... c'est un texte, en revanche, qui fait beaucoup réfléchir sur l'avenir, sur les dérives de cette envie d'utopie, de bonheur à outrance qui, en fait, ne peut pas fonctionner et, au contraire, annihile les hommes. Donc, c'est très, très intéressant de ce point de vue-là, d'un point de vue philosophique, voilà, aussi. Donc, voilà. Je vous invite à le lire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je lirai la suite et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Vous m'avez fait des retours comme quoi c'était très, très sous la forme d'un essai et que c'était pas forcément le plus intéressant, que c'est moins intéressant que Le meilleur des mondes. Je vous dirai ce que j'en pense. Je vais le lire prochainement. Voilà. Mais du coup, je voulais réécouter pour pouvoir me faire ma propre opinion sur la suite. Voilà, donc je vous laisse là. Vous avez ce carnet de lecture se termine ici. On est mercredi, je crois qu'on est le 19 avril. Je vais vous reprendre dès que j'aurai fini mon livre en cours, qui est Sauroland de Rivers Solomon, qui est vachement bien, sauf que en ce moment mon rythme de lecture est ralenti, donc j'y vais tranquillou. Je lis aussi en parallèle La Reine Margot d'Alexandre Dumas, qui est aussi pas mal du tout. Et cette lumière est trop forte. Donc voilà, donc plutôt des lectures sympathiques, même si c'est pas des grosses lectures. Et dans mes oreilles, j'ai mis un autre livre audio, j'ai mis Rebecca Keane, qui est de la Bitlit, qui est écrit par une Française. Rebecca Keane de je ne sais plus qui. Donc je vous en reparlerai, je sais pas trop, j'espère que ça va me plaire, parce que pour le moment j'ai écouté que les premiers chapitres, et c'est pas génial pour le moment. Voilà, je vous en parlerai. Je vous laisse là, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner, à me conseiller vos lectures, à me dire ce que vous lisez en ce moment, si vous avez lu et aimé Le meilleur des mondes, ce que vous en avez pensé. Je sais que certaines d'entre vous sont profs de français et le font étudier à leurs élèves, et effectivement c'est super intéressant. Je pense qu'il y a énormément de choses à dire, quoi, sur voilà, sur tout ce que ça peut représenter d'un point de vue politique, philosophique, économique. C'est très 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 riche, donc n'hésitez pas, si vous voulez, en commentaire me donner votre avis. Donc je vous laisse là, je retourne à mon mercredi qui est bien chargé, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, bye bye.